Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, votre rendez-vous littéraire. Nous poursuivons ce soir la lecture de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Nous l'avons démarré dans un précédent numéro. Vous pourrez retrouver l'épisode sur Internet, sur la page Facebook ou sur le site de D8. Donc voilà, nous allons poursuivre. Nous en sommes au chapitre 2. Je vous invite, comme d'habitude, à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. À la fin, le capitaine entra, fit claquer la porte derrière lui sans regarder ni à droite ni à gauche, et traversant la pièce, alla droit vers la table où l'attendait son petit déjeuner. « Bill !» lança l'étranger d'une voix qu'il s'efforçait, me parut-il, de rendre forte et assurée. Le capitaine pivota sur ses talons et nous fit face. Tout hâle avait disparu de son visage qui était blême jusqu'au bout du nez. On eût dit à son air qu'il venait de voir apparaître un fantôme, ou le diable, ou pis encore, s'il se peut, et j'avoue que je le prie en pitié, à le voir tout à coup si vieilli et si défait. « Allons, Bill, tu me reconnais. Tu reconnais un vieux camarade de bord, pas vrai, Bill ?» Le capitaine eut un soupir spasmodique. « Chien noir !» fit-il. « Et qui serait-ce d'autre ?» reprit l'étranger avec plus d'assurance. Chien noir plus que jamais venu voir son vieux camarade de bord, Bill, à l'auberge de l'amiral Benbow. « Ah, Bill, nous en avons vu des choses tous les deux depuis que j'ai perdu ces deux doigts, » ajouta-t-il en élevant sa main mutilée. « Eh bien, voyons, fit le capitaine, vous m'avez retrouvé, me voici. Parlez donc, qu'y a-t-il ?»« C'est bien toi, Bill, répliqua Chien noir. Il n'y a pas d'erreur, Billy. Je vais me faire servir un verre de rhum par ce cher enfant-ci qui m'inspire tant de sympathie, et nous allons nous asseoir, s'il te plaît, et causer franc comme deux vieux copains. » Quand je revins avec le rhum, ils étaient déjà installés de chaque côté de la table, servis pour le déjeuner du capitaine. Chien noir auprès de la porte, et assis de biais comme pour surveiller d'un œil son vieux copain, et de l'autre, à mon idée, sa ligne de retraite. Il m'enjoignit de sortir en laissant la porte grande ouverte. « On ne me la fait pas avec les trous de serrure, fiston, » ajouta-t-il. Je les laissai donc ensemble et me réfugiai dans l'estaminet. J'eus beau prêter l'oreille, comme de juste, il se passa un beau moment où je ne saisis rien de leur bavardage car ils parlaient à voix basse, mais peu à peu ils élevèrent la voix et je discernai quelques mots, principalement des jurons, lancés par le capitaine. « Non, 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 et 1000 fois non. En voilà assez, cria-t-il une fois. Et une autre, si cela finit par la potence, tous seront pendus, je vous dis. Tout à coup, il y eut une véritable explosion de blasphème. Chaises et tables culbutèrent à la fois, un cliquetis d'acier retentit, puis un hurlement de douleur, et une seconde plus tard, je vis Chien noir fuir éperdu, serré de près par le capitaine, tous deux coutelas au poing, et le premier saignant abondamment de l'épaule gauche. Arrivé à la porte, le capitaine assena au fuyard un dernier coup formidable qui lui aurait sûrement fendu le crâne si ce coup n'eût été arrêté par notre massive enseigne de l'amiral Benbow. On voit encore aujourd'hui la brèche sur la partie inférieure du tableau. Ce coup mit fin au combat. Aussitôt sur la route, Chien noir, en dépit de sa blessure, prit ses jambes à son cou et, avec une agilité merveilleuse, disparut en demi-minute derrière la crête de la colline. Pour le capitaine, il restait à béer devant l'enseigne comme sidéré. Après quoi, il se passa la main sur les yeux à plusieurs reprises et finalement rentra dans la maison. « Jim, me dit-il, du rhum !» Et comme il parlait, il tituba légèrement et s'appuya d'une main contre le mur. « Êtes-vous blessé ?» m'écriai-je. « Du rhum, répéta-t-il, il faut que je m'en aille d'ici. Du rhum, du rhum. » Je courus lui en chercher, mais tout bouleversé par ce qui venait d'arriver, je cassai un verre et faussai le robinet, si bien que j'étais toujours occupé de mon côté lorsque j'entendis dans la salle le bruit d'une lourde chute. Je me précipitai et vis le capitaine étalé de tout son long sur le carreau. À la même minute, ma mère, alarmée par les cris et la bagarre, descendait 4 à 4 pour venir à mon aide. «
À nous deux, nous lui relevâmes la tête. Il respirait bruyamment et avec peine, mais il avait les yeux fermés et le visage d'une teinte hideuse. « Mon Dieu !» s'écria ma mère, « quel malheur pour notre maison, et ton pauvre père qui est malade. » Cependant, nous n'avions aucune idée de ce qu'il convenait de faire pour secourir le capitaine. Et nous restions persuadés qu'il avait reçu un coup mortel dans sa lutte avec l'étranger. À tout hasard, je pris le verre de rhum et tentai de lui introduire un peu dans le gosier, mais il avait les dents étroitement serrées et les mâchoires contractées comme un étau. Ce fut pour nous une vraie délivrance de voir la porte s'ouvrir et livrer passage au docteur Livesey, venu pour visiter mon père. « Oh, docteur !» criâmes-nous. « Que faire? Où est-il blessé ?»« Lui? Blessé? Taratata !» fit le docteur. « Pas plus blessé que vous ni moi. Cet homme vient d'avoir une attaque d'apoplexie comme je vous lui avais prédit. » « Allons, Madame Hawkins, remontez vite auprès de votre mari et autant que possible ne lui parlez de rien. De mon côté, je dois faire de mon mieux pour sauver la vie 3 fois indigne de ce misérable, et pour cela, Jim ici va m'apporter une cuvette. » Quand je rentrai avec la cuvette, le docteur avait déjà retroussé la manche du capitaine et mis à nu son gros bras musculeux. Il était couvert de tatouages. Bonvent et Billy Bones, s'en fichent, se lisaient fort nettement sur l'avant-bras. Et plus haut, vers l'épaule, on voyait le dessin d'une potence avec son pendu, dessin exécuté à mon sens avec beaucoup de verve. « Prophétique, fit le docteur, en touchant du doigt ce croquis. Et maintenant, maître Billy Bones, si c'est bien là votre nom, nous allons voir un peu la couleur de votre sang. Jim, avez-vous peur du sang ? Non, monsieur. Bon, alors tenez la cuvette. » Et là-dessus, il prit sa lancette et ouvrit la veine. Il fallut tirer beaucoup de sang au capitaine avant qu'il soulevât les paupières et promenât autour de lui un regard vague. D'abord, il fronça le sourcil en reconnaissant le médecin, puis son regard s'arrêta sur moi et il sembla rassuré. Mais soudain, il changea de couleur et s'efforça de se lever en criant « Où est Chien Noir ?» « Il n'y a pas de chien noir ici que dans votre imagination, » répliqua le docteur. « Vous avez bu du rhum, vous avez eu une attaque, tout comme je vous le prédisais, et je viens, fort à regret, de vous arracher à la tombe où vous piquiez une tête. » « Et maintenant, maître Bones, ce n'est pas mon nom, » interrompit-il. « Peu importe, c'est celui d'un flibustier de ma connaissance, et je vous appelle ainsi pour abréger. Ce que j'ai à vous dire, le voici. Un verre de rhum ne vous tuera pas, mais si vous en prenez un, vous en prendrez un second, et un troisième, et je gagerai ma perruque que, si vous ne cessez pas net, vous mourrez. Entendez-vous bien ? Vous mourrez, et vous irez à votre vraie place, comme il est dit dans la Bible. Allons, voyons, faites un effort. Je vous aiderai à vous mettre au lit pour cette fois. À nous deux, et non sans peine, nous arrivâmes à le porter en haut et à le déposer sur son lit. Sa tête retomba sur l'oreiller comme s'il allait s'évanouir. « Maintenant, dit le docteur, rappelez-vous bien ce que je vous déclare en conscience. Le rhum, pour vous, est un arrêt de mort. » Et là-dessus, il me prit par le bras et m'entraîna vers la chambre de mon père. « Ce ne sera rien, me dit-il, sitôt la porte renfermée. Je lui ai tiré assez de sang pour qu'il se tienne un moment tranquille. Le mieux pour vous et pour lui serait qu'il restât au lit une huitaine, mais une nouvelle attaque l'emporterait. » Chapitre 3. La tache noire. Vers midi, chargé de boissons rafraîchissantes et de médicaments, je pénétrai chez le capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état, quoique un peu ranimé, et il me parut à la fois faible et agité. « Jim, me dit-il, tu es le seul ici qui vaille quelque chose. Tu le sais, j'ai toujours été bon pour toi. Pas un mois ne s'est passé où tu n'aies reçu tes 10 sous. Et maintenant, camarade, tu vois comme je suis aplati et abandonné de tous. Dis, Jim, tu vas m'apporter un petit verre de rhum tout de suite, n'est-ce pas, camarade ? Le docteur, commençai-je. Mais il éclata en malédiction contre le docteur, d'une voix lasse, quoique passionnée. Les docteurs sont tous des sagouins, fit-il. Et celui-là, hein, qu'est-ce qu'il y connaît, aux gens de mer ? J'ai été dans des endroits chauds comme braise, où les copains tombaient l'un après l'autre, de la fièvre jaune où les sacrés tremblements de terre faisaient onduler le sol comme une mer. Qu'est-ce qu'il y connaît, ton docteur, à des pays comme ça ?
Et je ne vivais que de rhum, je te dis. C'était ma boisson et ma nourriture. Nous étions comme mari et femme. Si je n'ai pas tout de suite mon rhum, je ne suis plus qu'une pauvre vieille carcasse échouée, et mon sang retombera sur toi, Jim, et sur ce sagouin de docteur. » Il se remit à sacrer. « Vois, Jim, comme mes doigts s'agitent, continua-t-il, d'un ton plaintif. Je ne peux pas les arrêter, je t'assure. Je n'ai pas bu une goutte de toute cette maudite journée. Ce docteur est un idiot, je te dis. Si je ne bois pas un coup de rhum, Jim, je vais avoir des visions. J'en ai déjà. Je vois le vieux Flint dans ce coin-là derrière. Je le vois aussi net qu'en peinture. Et si j'attrape des visions comme ma vie a été orageuse, ce sera épouvantable. Ton docteur lui-même a dit qu'un verre ne me ferait pas de mal. Jim, je te paierai une guinée d'or pour une topette. » Son agitation croissait toujours et cela m'inquiétait pour mon père qui, étant au plus bas ce jour-là, avait besoin de repos. D'ailleurs, si la tentative de corruption m'offensait un peu, j'étais rassurée par les paroles du docteur qui me rappelait le capitaine. « Je ne veux pas de votre argent, lui dis-je, sauf celui que vous devez à mon père. Vous aurez un verre, pas plus. » Quand je lui apportai, il le saisit avidement et l'absorba d'un trait. « Ah oui, fit-il, ça va un peu mieux pour sûr. Et maintenant, camarade, ce docteur a-t-il dit combien de temps je resterai cloué ici sur cette vieille paillasse ? Au moins une huitaine. » « Tonnerre, une huitaine ? Ce n'est pas possible. D'ici là, ils m'auront flanqué la tache noire. En ce moment même, ces ganaches sont en train de prendre le vent sur moi. Ces fainéants incapables de conserver ce qu'ils ont reçu et qui veulent flibuster la part d'autrui. Est-ce là une conduite digne d'un marin ? Je te le demande. Mais je suis économe dans l'âme, moi. Jamais je n'ai gaspillé ni perdu mon bon argent. Et je leur ferai encore la nique. Je n'ai pas peur d'eux, je vais larguer un riz, camarade, et les distancer à nouveau. » Tout en parlant ainsi, il s'était levé de sa couche, à grand-peine, en se tenant à mon épaule qu'il serrait quasi à me faire crier et mouvant ses jambes comme des masses inertes. La véhémence de ses paroles, quant à leur signification, contrastait amèrement avec la faiblesse de la voix qui les proférait. Une fois assis au bord du lit, il s'immobilisa. « Ce docteur m'a tué, balbutia-t-il. Mes oreilles tintent. Recouche-moi. » Je n'eus pas le temps de l'assister, il retomba dans sa position première et resta silencieux une minute. « Jim, dit-il enfin, tu as vu ce marin de tantôt ? » « Chien noir ? Oui, chien noir. C'en est un mauvais, mais ceux qui l'ont envoyé sont pires. Voilà, si je ne parviens pas à m'en aller et qu'ils me flanquent la tache noire, rappelle-toi qu'ils en veulent à mon vieux coffre de mer. Tu montes à cheval, tu sais monter, hein ? Bon, donc tu montes à cheval et tu vas chez... Eh bien oui, tant pis pour eux, chez ce sempiternel sagouin de docteur, lui dire de rassembler tout son monde, magistrat et le reste, et il leur mettra le grappin dessus à l'amiral Benbow. Tout l'équipage du vieux Flint, petits et grands, tout ce qu'il en reste. J'étais premier officier, moi, premier officier du vieux Flint, et je suis le seul qui connaisse l'endroit. Il m'a livré le secret à Savannah sur son lit de mort, à peu près comme je pourrais le faire à présent. Vois-tu ? Mais il ne faut te les livrer que s'il me flanque la tache noire ou, si tu vois encore, ce chien noir ou bien un homme de mer à une jambe. Jim, celui-là surtout. Mais qu'est-ce qu'une tache noire, capitaine ? C'est un avertissement, camarade. Je t'expliquerai s'ils en viennent là. Mais continue à ouvrir l'œil, Jim, et je partagerai avec toi l'égalité, parole d'honneur. Il divagua encore un peu d'une voix qui s'affaiblissait, mais je lui donnai sa potion. Il la prit docile comme un enfant et fit la remarque que si jamais un marin avait eu besoin de drogue, c'était bien lui. Après quoi, il tomba dans un sommeil profond comme une syncope où je le laissai. Qu'aurais-je fait si tout s'était normalement passé ? Je l'ignore. Il est probable que j'aurais tout raconté au docteur car je craignais terriblement que le capitaine se repentît de ses aveux et se débarrassât de moi. Mais il advint que mon pauvre père mourut cette nuit-là, fort à l'improviste, ce qui me fit négliger tout autre souci. Notre légitime désolation, les visites des voisins, les apprêts des funérailles et tout le travail de l'auberge, à soutenir entre-temps, m'accaparèrent si bien
que j'eus à peine le loisir de songer au capitaine, et moins encore d'avoir peur de lui. Il descendit le lendemain matin, à vrai dire, et prit ses repas comme d'habitude. Il mangea peu, mais but du rhum, je le crains, plus qu'à l'ordinaire, car il se servit lui-même au comptoir, l'air farouche et soufflant par le nez, sans que personne osât s'y opposer. Le soir qui précéda l'enterrement, il était plus ivre que jamais, et cela scandalisait, dans cette maison en deuil, de l'ouïr chanter son sinistre vieux refrain de mer. Mais en dépit de sa faiblesse, il nous inspirait à tous une crainte mortelle, et le docteur, appelé subitement auprès d'un malade qui habitait à plusieurs milles, resta éloigné de chez nous après le décès de mon père. Je viens de dire que le capitaine était faible. En réalité, il paraissait s'affaiblir au lieu de reprendre des forces. Il grimpait et descendait l'escalier, allait et venait de la salle à l'étraminet et réciproquement, et parfois mettait le nez au dehors pour humer l'air salin, mais il marchait en se tenant au mur et respirait vite et avec force, comme on fait en escaladant une montagne. Pas une fois il ne me parla en particulier, et je suis persuadée qu'il avait quasi oublié ses confidences. Mais son humeur était plus instable et, en dépit de sa faiblesse corporelle, plus agressive que jamais. Lorsqu'il avait bu, il prenait la manie inquiétante de tirer son coutelas et de garder la lame à sa portée sur sa table. Mais tout compte fait, il se souciait moins des gens et avait l'air plongé dans ses pensées, à demi absent. Une fois, par exemple, à notre grande surprise, il entonna un air nouveau, une sorte de rustique chanson d'amour qu'il avait dû connaître tout jeune avant de naviguer. Ainsi allèrent les choses jusqu'au lendemain de l'enterrement. Vers les 3 heures, par un après-midi âpre, de brume glacée, je m'étais mis sur le seuil une minute, songeant tristement à mon père, lorsque je vis sur la route un individu qui s'approchait avec lenteur. Il était à coup sûr aveugle, car il tapotait devant lui avec son bâton et portait sur les yeux et le nez une grande visière verte. Il était courbé par les ans ou par la fatigue, et son vaste caban de marin, tout loqueteux, le faisait paraître vraiment difforme. De ma vie, je n'ai vu plus sinistre personnage. Un peu avant l'auberge, il fit halte et, élevant la voix sur un ton de mélopée bizarre, interpella le vide devant lui. Un ami compatissant voudrait-il indiquer à un pauvre aveugle, qui a perdu le don précieux de la vue en défendant son cher pays natal, l'Angleterre, et le roi, Georges, que Dieu bénisse, où et en quel lieu de ce pays il peut bien se trouver présentement. « Vous êtes à l'amiral Benbow, crique du Mont-Noir, mon brave homme, » lui répondis-je. « J'entends une voix, reprit-il, une voix jeune. Voudriez-vous me donner la main, mon aimable jeune ami, et me faire entrer ?» Je lui tendis la main, et le hideux aveugle aux paroles mielleuses l'agrippa sur le champ comme dans des tenailles. Tout effrayé, je voulus me dégager, mais l'aveugle, d'un simple effort, m'attira tout contre lui. « Maintenant, petit, amène-moi près du capitaine. »« Monsieur, répliquai-je, sur ma parole, je vous jure que je n'ose pas. »« Ah, ricana-t-il, c'est comme ça. Mène-moi de suite à l'intérieur ou sinon je te casse le bras. » Et tout en parlant, il me le tordit, si fort que je poussai un cri. « Monsieur, repris-je, c'est pour vous ce que j'en dis. Le capitaine n'est pas comme d'habitude. Il a toujours le coutelas tiré. Un autre monsieur, allons, voyons, marche, interrompit-il. Jamais je n'ouïs voix plus froidement cruelle et odieuse que celle de cet aveugle. Elle m'intimida plus que la douleur et je me mis aussitôt en devoir de lui obéir. Je franchis le seuil et me dirigeai droit vers la salle où se tenait, abruti de rhum, notre vieux Forban malade. L'aveugle, me serrant dans sa poigne de fer, m'attachait à lui et s'appuyait sur moi presque à me faire succomber. Mène-moi directement à lui et dès que je serai en sa présence, crie « Bill, voici un ami pour vous. Si tu ne fais pas ça, moi je te ferai ceci. » Et il m'infligea une saccade dont je pensais m'évanouir. Dans cette alternative, mon absolue terreur du mendiant aveugle me fit oublier ma peur du capitaine. J'ouvris la porte de la salle et criai d'une voix tremblante la phrase qui m'était dictée. Le pauvre capitaine leva les yeux. En un clin d'œil, son ivresse disparut
et il resta béant, dégrisé. Son visage exprimait plus que l'effroi un horrible dégoût. Il alla pour se lever, mais je crois qu'il n'en aurait plus eu la force. « Non, Bill, dit le mendiant, reste assis là. Je n'y vois point, mais j'entends remuer un doigt. Les affaires sont les affaires, tends-moi ta main gauche. » Petit prend sa main gauche par le poignet et approche-la de ma droite. Nous lui obéîmes tous deux exactement et je le vis faire passer quelque chose du creux de la main qui tenait son bâton entre les doigts du capitaine qui se refermèrent dessus instantanément. « Voilà qui est fait, dit l'aveugle. À ces mots, il me lâcha soudain et avec une dextérité et une prestesse incroyables, il déguerpit de la salle et gagna la route. Figé sur place, j'entendis décroître au loin le tapotement de son bâton. Il nous fallut plusieurs minutes, au capitaine et à moi, pour recouvrer nos esprits. À la fin, et presque simultanément, je laissai aller son poignet que je tenais toujours et il retira la main pour jeter un bref coup d'œil dans sa paume. « À 10 heures !» s'écria-t-il. « Cela me donne 6 heures. Nous pouvons encore les flibuster. » Il se leva d'un bond, mais au même instant, pris de vertige, il porta la main à sa gorge, vacilla une minute, puis, avec une râle étrange, s'abattit de son haut, la face contre terre. Je courus à lui, tout en appelant ma mère. Mais notre empressement fut vain. Frappé d'apoplexie foudroyante, le capitaine avait succombé. Chose singulière à dire, bien que sur la fin il éveilla ma pitié, jamais certes je ne l'avais aimé, pourtant, dès que je le vis mort, j'éclatai en sanglots. C'était le second décès que je voyais et le chagrin dû au premier était encore tout frais dans mon cœur. Nous entamerons le chapitre 4 dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur D8.